Beurre FM, midi 13h, question de tout, Philippe Robichon. Question d'idéal, je reçois ce matin Abdelkader Velane, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Beurre FM. Après un premier livre consacré à votre enfance, vous publiez un nouveau livre qui s'appelle Cœur halal, aux éditions Jeanne d'Arc. Alors Cœur halal, quelle définition donnez-vous au cœur halal ? C'est simplement le fait de dire que tous les cœurs sont compatibles et donc vous savez dans le halal dans la religion musulmane ça veut dire le licite et l'idée c'est de dire que tous les cœurs entre guillemets sont licites, qu'ils soient de confession musulmane, catholique, juif, voilà, tous les cœurs sont licites. Alors, le cœur licite qui bat dans la poitrine de Hubert, c'est celui de Farid. Alors, Hubert, c'est le prototype même du facho. Ah, c'est clair, c'est vraiment j'ai forcé le trait comme on dit, mais l'idée c'était vraiment de montrer aussi une nuance très forte entre c'est pas une nuance, alors ouais. une nuance très forte. Ouais. C'est plus une nuance. Ouais, c'est-à-dire que en fait j'ai voulu marquer le coup en mettant en avant comment dire, la personne la plus détestable qu'on peut imaginer. Vous savez, j'aime bien les anti-héros. Donc la personne la plus détestable qu'on peut imaginer. Et en face, j'ai mis donc c'est Hubert, donc 60 ans, voilà. Ancien boucher, ancien de la guerre d'Algérie, voilà, la totale, facho, ancien de l'OAS, militant actif du Front National, militant actif de l'extrême droite. Voilà. Et ah oui, c'est vrai que vous dites jamais Front National d'ailleurs. Je le cite pas, non. Ah c'est vrai, ouais. Bon, c'est moi qu'on a déduit que c'était le Front National, voilà. mais bon, non. De l'extrême droite, voilà. De l'extrême droite. Et puis en face, Farid, futur médecin, qui est mort et qui lui donne son cœur. Donc Hubert est dans l'attente d'une greffe. Voilà, il se réveille au petit matin avec un c'est pas un fantôme, hein. Alors c'est plutôt un ange gardien, on va dire. Ouais, un ange oui et non, parce que lui il le reçoit pas comme un ange, hein, bien évidemment. Mais en revanche, c'est vrai que voilà, Farid, Hubert est le seul à voir Farid. Personne ne voit Farid à part Hubert. Donc c'est ce qui fait que on peut penser que c'est un fantôme, on peut aussi penser que c'est un ange, hein, effectivement. Mais la question que se pose Hubert, c'est que fait cet arabe, ce bougnoul comme il le cite, hein, près de lui. Et donc c'est Farid qui lui a donné son cœur, il le comprend, mais en même temps il comprend pas pourquoi le fantôme de ce jeune homme est là. Et donc ils vont cohabiter ensemble. Ils vont apprendre à cohabiter. Là, votre livre est un livre sur la cohabitation des différentes, hein, finalement. Comment est-ce que vous définissez le lien qui petit à petit va se faire entre les deux? Mais en fait, quand ils sont condamnés, j'allais dire, à vivre ensemble. Et vous savez, on s'habitue à tout dans la vie, on n'a pas le choix. Et donc, l'idée, c'était de se dire, je prends deux extrêmes qui doivent absolument vivre ensemble. Et de fait, ils doivent essayer de trouver des points de convergence. Et l'idée, c'est que Hubert, il souhaite qu'une chose, c'est de se débarrasser de Farid. Et Farid, par là même, lui, voir son cœur battre dans la poitrine d'un facho, c'est dur. Les deux ont un problème finalement avec cette situation. Exactement. C'est les deux qui cohabitent, hein. Et les deux vont devoir trouver une alliance pour justement essayer de trouver la solution et de pouvoir se séparer, quoi. C'est-à-dire que l'idée, c'est de trouver une convergence pour pouvoir se séparer. Et de fait, ils vont être obligés j'allais dire, se comparer leurs opinions, quoi. Chacun les confronter et chacun va devoir amener sa part de lui-même et bien sûr, bien évidemment, elles sont pas compatibles l'un et l'autre. Donc Hubert est plutôt brut de décoffrage, hein. C'est plutôt quelqu'un qui cache pas ce qu'il pense. Et Farid aussi d'ailleurs. Donc les deux vont, c'est vraiment un regard croisé puisque Farid le Maghrébin va devoir être confronté aux idées fascistes d'Hubert et Hubert va devoir aussi cohabiter avec les idées de Farid. Et les deux vont se dévoiler finalement au cours de cette histoire et ils vont se dévoiler comme jamais ils ne se sont dévoilés vis-à-vis de leur entourage et de leurs proches. Bien sûr, parce que Farid n'existe pas. Donc Hubert parle à un fantôme. Ce qui est terrible, c'est qu'au bout d'un moment, très vite, on a l'impression qu'il existe. Oui, voilà. Mais l'idée, c'est ça aussi. C'est qu'il a une vie, Farid. Hein, et Farid, donc, en tout cas, Hubert parle à un fantôme. Donc il peut se livrer, il peut dire des choses. De la même manière, Farid parle à quelqu'un. Farid est mort. Donc il parle, c'est un mort qui parle. Donc il peut aussi, d'une certaine manière, se livrer. Même s'il ne dit pas tout. C'est deux caractères forts.
Donc bien sûr, il y a souvent des confrontations qui sont difficiles, qui montent dans les colères, surtout Hubert. Mais l'idée, c'est quand même qu'on a deux êtres humains qui ont quand même une sensibilité. Et l'un et l'autre l'un va apprivoiser l'autre d'une certaine manière. Oui, mais les deux vont s'apprivoiser. Les deux vont s'apprivoiser, mais et finalement, avec toutes leurs oppositions d'ailleurs. c'est ça qui est assez intéressant, c'est que même Farid, à un moment donné, il arrive à comprendre un peu les réactions d'Hubert. Parce que quand il l'excuse, finalement. C'est ça, oui. Je dis pas qu'il l'excuse, mais Ouais, il y a quand même des conséquences. comprend. Il comprend comment Voilà. Hubert en est amené à fréquenter les idées d'extrême droite. Eh ben, c'est assez simple, c'est qu'en fait, il gratte un peu la carapace d'Hubert et il voit au travers de cette carapace qu'il y a. Il y a une vie de famille, il y a une vie de jeune homme pendant la guerre d'Algérie, et tout ça. J'écris à un moment donné que Hubert, c'est comme un fusil. Il fallait juste mettre la balle, voilà. Et la balle, ça a été la rencontre avec le parti de l'extrême droite, avec l'OAS, voilà. Donc c'est un petit peu ça. Hubert, c'est un fusil, il manquait juste la cartouche. Il faut dire que Hubert fait partie de la génération qui a fait son service militaire en Algérie. Voilà, il a fait son service C'est pas militaire en engagé. Algérie. Non, il a été, voilà, c'était un appelé. Et, donc voilà, il a vécu l'Algérie malgré lui. Et puis il a vécu. Au départ, c'était pas forcément un anti-Algérie. Absolument pas. Non, c'est quelqu'un qui vit en milieu rural, mais qui a pas plus d'affinité que ça ou de contre-affinité, si je peux m'exprimer ainsi. Il avait pas j'allais dire, de préjugés particuliers, parce qu'entre guillemets des Maghrébins, il n'en voyait pas dans sa Haute-Loire rurale. Mais la vie a fait de lui, j'allais dire, un facho. Est-ce qu'il y a une hiérarchie parmi les préjugés? Pour moi, non. Vous savez, les préjugés, c'est un millefeuille, hein, en fait. Hein. J'aime pas justement cette gradation justement des préjugés ou vous savez, moi je lutte contre la discrimination souvent. En général. Ouais. Et donc pas en particulier. Exactement. Et souvent, quand je suis dans des réunions, on me dit oui, mais tu sais, être une femme, c'est pire que quand t'es une femme, c'est plus difficile que quand t'es un homme, ou alors quand t'es maghrébin, c'est plus. Non, il n'y a pas de gradation. Je veux dire, quand on est, les préjugés font mal à tout le monde. Mais l'idée aussi, c'est, on a tous des préjugés. Hein. C'est Einstein disait, il est plus facile de casser un atome que de casser ses propres préjugés. Et on a tous des préjugés. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir vivre sans les laisser prendre le dessus, quoi, sans les laisser prendre le contrôle. Et c'est compliqué. Je vous pose la question parce qu'effectivement, vous parlez de millefeuille. Hubert au début pense que finalement la chose la plus difficile qui soit à accepter pour lui, c'est d'avoir le cœur d'un Maghrébin qui bat dans sa cage thoracique. Et puis finalement, il se rend compte que c'est peut-être pas le pire. Exactement. Ouais, c'est vrai que avec ce cœur, vraiment, il a pas de chance. Ce cœur, déjà, Farid dit de ce cœur qu'il existe pour souffrir. Parce que voilà, d'abord il a été dans le corps d'un Maghrébin, et puis ensuite, on l'apprend dans l'histoire, Farid est homosexuel. Donc pour Hubert, c'est pire que tout. C'est-à-dire que déjà, entre guillemets, un bougnoul, comme il le dit, hein, c'était compliqué. Mais alors un bougnoul homosexuel, là, et puis il dit, il s'était presque fait à l'idée d'avoir le cœur d'un Maghrébin qui battait en lui. C'est ça, et puis d'un coup, boum, il y a autre chose qui revient. Donc Hubert, il se dit là, vraiment, j'ai tout faux, quoi. Rien ne pouvait lui arriver de pire. Et puis surtout, il était au-delà d'être raciste, il est aussi surtout homophobe. Il a une haine incroyable. Plus jeune, il allait il allait frapper avec ses amis les homosexuels qui traînaient. Donc voilà, il avait vraiment une haine envers les homosexuels. Et là, bah voilà, celui qui lui a donné son cœur a une double tare, quoi, si je peux m'exprimer ainsi, vraiment. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le livre, puisqu'il apprend pas tout d'un coup, ça c'est mauvais pour son cœur, ça. Il apprend les choses graduellement. Petit à petit, Hubert est un homme dont les certitudes vont vaciller. Finalement, c'est un militant de la cause de l'extrême droite, et puis il se rend compte que même sa propre famille va le mettre au banc des vieilles choses, hein, qu'il fait plus partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la méthode. Exactement, c'est-à-dire que c'est ce qui arrive, c'est ce qu'on voit un peu dans l'extrême droite, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Hubert c'était donc un ancien militant, donc le premier à prendre une matraque quand il y avait besoin, à aller coller des affiches, et puis voilà, ne pas avoir peur de la confrontation avec les Maghrébins ou les gauchistes, hein, comme ils les appellent aussi. Et donc aujourd'hui,
l'extrême droite a changé et aujourd'hui c'est plutôt des hommes avec costard cravate, des femmes avec donc tailleur, qui présentent bien, qui parlent bien et surtout qui font pas, qui montrent pas de violence, pas de peur. Dédiaboliser le parti, vous l'entendez tout le temps. Et Hubert fait plus partie de l'organisation, de la manière dont la propagande se met en place. C'est plus aujourd'hui, on lui dit aujourd'hui, on convainc plus les militants avec les poings, on convainc les militants avec les urnes. Et ça, Hubert, il a du mal à le comprendre. Il a 30 ans de militantisme et on le remercie au bout de 30 ans en lui disant voilà, tu fais plus partie de la méthode. Mais c'est l'histoire de la vie aussi. Un jour, on fait tous partie de ceux qui ont 30 ans de... Un jour, ouais, on est rangé au placard. Voilà, on est du petit, tu tiens, voilà ta médaille, tu fais plus partie de la méthode. C'est ça. Et ça, par contre, ça, c'est une vraie désillusion parce qu'il a sacrifié sa vie. Il a sacrifié sa vie de père, il a sacrifié sa vie d'époux. Et puis voilà, on le remercie. Ses idées, parce que c'est bon, enfin, ce que vous racontez, que finalement, c'est pas facile aussi dans le fond de sa propre famille, hein, d'avoir à justifier qu'on est un vieux facho. Exactement, mais il faut aussi partir d'un principe, c'est que, vous savez, souvent on dit beaucoup de mal des personnes qui votent pour le Front National ou pour d'autres partis, mais en même temps, on connaît pas ces personnes, on sait pas pourquoi ils votent, on sait pas le fond, entre guillemets, le fond de pensée de ces gens, mais on les juge, encore une fois, on juge prématurément, sans savoir. Et moi j'ai rencontré des militants d'extrême droite qui sont absolument pas du tout, mais fachos, mais alors pas du tout. Simplement, c'est vrai qu'ils sont contre la société, c'est plutôt, on l'entend souvent, hein, un vote de colère quand ils votent pour le Front National. Et ça, malheureusement, on le néglige. Et si on répond pas à ces personnes-là, on se trompe de cible. Abdelkader Hélène est notre invité aujourd'hui à l'occasion de la sortie de son deuxième roman. Ça s'appelle Cœur halal aux éditions Jeanne d'Arc. Question de tout, jusqu'à 13h sur Beurre FM. On parle de littérature le dimanche sur Beurre FM entre midi et 13h. Mon invité aujourd'hui s'appelle Abdelkader Hélène. Vous publiez Cœur halal, c'est votre deuxième roman aux éditions Jeanne d'Arc, après un premier roman autobiographique. Alors là pour le coup, il y a pas du tout... vous êtes devenu un vrai romancier. Ouais, j'ai pas cette prétention, vous savez. Alors quand je dis vrai romancier, c'est que vous tournez pas autour de votre histoire. Non, absolument pas. Ça, c'est complètement une fiction. C'est une fiction que j'ai écrite en 6 mois. Alors pour la petite histoire, cette fiction est née. J'étais un jour devant chez moi et il y avait quelqu'un qui était complètement alcoolisé, qui est passé et puis qui a eu des propos racistes en mon encontre. Et puis j'ai un ami voisin qui me dit qu'est-ce qui se passe, et puis je lui dis bah voilà, il est encore passé, et puis il m'a encore traité et tout. Et cet ami voisin, avec qui je m'entends super bien, me dit assez naturellement mais je comprends pas, si seulement ils étaient tous comme toi. Voilà. C'est la phrase la pire, ça. Voilà, exactement. C'est-à-dire que autant l'insulte raciste, elle était passée, mais celle-là, elle a été difficile. Parce qu'elle venait, entre guillemets, d'un ami. Bon, même si ça reste toujours un ami, hein. Je pense que, voilà, l'idée, c'est que cette personne avait des préjugés en elle. Et voilà. Et moi, j'étais. C'est le racisme ordinaire, ça. Vous savez, c'est le exactement. début. Mais c'est le pire. C'est le pire. C'est celui qu'on ne côtoie pas. C'est-à-dire que voilà, un raciste. Je peux pas dire qu'il soit raciste, hein. Je pense qu'il a plus des préjugés parce qu'il connaît pas les jeunes issus de l'immigration. Il en connaît pas du tout. Il en voit pas. Simplement, il les voit à la télé. Et ce qu'il voit à la télé, effectivement, on lui donne une mauvaise image. Et voilà, il prend pour argent comptant ce qu'il entend à la télé ou ce qu'il voit. Donc je peux pas le blâmer. Vous en avez fait un livre, donc c'est l'histoire d'une rencontre improbable, celle d'un homme de 60 ans qui a travaillé toute sa vie, bim, il fait un accident cardiaque et là il faut qu'il attende la greffe d'un cœur. Et le cœur qu'on lui greffe, c'est celui de Farid. Normalement, c'est secret, on ne sait pas qui c'est que. En général, quand il y a une greffe, c'est complètement anonyme. Vous savez pas de qui vous recevez le cœur. Et là, bim, ben non, le Farid en question lui apparaît le jour de son réveil et va pas le lâcher. Et ils vont cohabiter. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça se passe pas toujours. Enfin, au début, ça se passe pas très bien, mais petit à petit, ils vont s'apprivoiser tous les deux. Et au début, Hubert se demande ce qu'il fait là, et donc ce qu'il pourrait faire pour que l'autre parte. C'est un peu ça. Et en fait, j'ai essayé d'écrire ce roman. Vous savez que je suis un ancien boxeur, donc j'ai essayé de l'écrire. Non, je l'ai pas encore dit. Je le dirai tout à l'heure. D'accord. Et ben, donc ça se voit. Votre nez parle pour vous. Oui. Pourtant, Dieu sait que c'est pas mon nez, c'est pas la boxe qui a fait mon nez. C'est vrai. Oui. C'est écrit dans mon premier roman, donc ceux qui veulent le savoir, mais c'est comique, hein, et c'est véridique. Moi, je fais un rugby. Je suis un ancien rugbyman. Je cache par des lunettes.
Ah, moi aussi j'ai des lunettes. Ouais, bon, ça atténue en fait. Ça atténue. Ça Vous savez, atténue. on camoufle comme ça. Parce qu'un jour, il y a une amie à moi qui m'a dit que j'avais une gueule de tueur. Donc, avec des lunettes, au moins, ça atténue un peu. Et donc, Hubert, j'ai essayé d'écrire ce roman un peu comme un ring, en fait, hein, où j'ai mis deux adversaires. Donc et les deux voilà sont dans un pugilat mais un pugilat d'opinion, et c'est ça qui est assez intéressant dans ce roman, c'est que j'ai pu dire à travers ces personnages tout ce que les gens peuvent penser sur justement les Maghrébins, et les Maghrébins sur ce qu'ils pensent en général des fachos ou alors des Français sur plusieurs générations. Voilà, donc c'est assez intéressant de pouvoir essayer de confronter des opinions qui sont dures mais qu'on entend malheureusement souvent. Alors vous avez dit tout à l'heure que vous avez chargé la barque du côté du personnage d'Hubert, qui est donc un militant d'extrême droite, mais vous avez chargé aussi la barque du côté de la famille maghrébine, puisque ils ont 2 enfants. La fille, elle, est amoureuse d'un grec, et le garçon est homosexuel. Ouais, la totale. Là, ça fait beaucoup aussi pour la même famille. Mais on se rend compte finalement que ces 2 enfants ont la même difficulté à être eux-mêmes vis-à-vis de leurs parents, ou alors déjà parce qu'ils s'imaginent que leur père penserait. C'est ça, il y a le père, il y a la mère, mais il y a aussi la communauté, il y a la famille. Mais c'est pas tellement de savoir ce que la mère penserait la mère, c'est vrai qui les interpelle tous les deux. En général, une mère, elle est souvent plus compréhensible qu'un père, parce qu'un père, c'est l'honneur de la famille souvent, et donc c'est pour ça que la mère intervient pas trop. Le père, c'est vrai que c'est important, et la famille aussi, la communauté. Et Farid et donc Lamia, sa sœur, eux deux, qui sont très liés, très proches, ne connaissent rien l'un de l'autre. Ils pensaient être très liés, voilà. Et finalement ils découvrent l'un et l'autre que ils se connaissent pas. Ouais. Mais pourquoi? Mais c'est vrai aussi dans beaucoup de familles. C'est-à-dire que je fais à un moment donné je parle de la choma, la honte. La honte qui va à un moment donné aussi sévir dans cette famille. C'est-à-dire que il faut surtout pas faire la honte de la famille. Donc il faut cacher tout ce qui est pas honorable. Et à travers ça, Lamia va cacher son secret, celui parce qu'elle est amoureuse effectivement d'un non-musulman, d'un Français d'origine grecque, et Farid lui est homosexuel, donc c'est pire que tout. Je dis d'ailleurs que c'est pire que d'être terroriste ou voyou, c'est pire que tout, être homosexuel dans une famille donc d'obédience musulmane. Et donc au final, alors, il y a des phrases terribles dans votre livre, parce que à un moment donné, je crois que c'est Hubert qui le dit, je préfère avoir un fils homosexuel et vivant qu'un fils qui ne le dit pas et qui est mort. Voyez. En fait, c'est le père de Farid qui avait dit ça, et c'est vrai, je l'ai entendu ça, moi. Donc je l'ai entendu un jour dans une... Remettons les choses dans le contexte, parce que les gens qui prennent l'émission en cours comme ça pourraient être surpris. Et ben, en fait, Farid donc est homosexuel. Mais il le dévoile pas, il le dévoile à personne, ni à sa sœur, ni à sa famille, ni à son père, encore pire. Alors que sa sœur l'apprend par un concours de circonstances, puisqu'elle va lire son journal intime. Voilà. Donc Farid est décédé. Personne n'a de journal intime aujourd'hui, par contre, Abdelkader. Oui, non, détrompez-vous. Parce que tout est sur vidéo. Il y a beaucoup de gens qui apprennent la vie de leurs enfants quand ils voient leur... Sur Facebook, mais encore qu'aujourd'hui, Farid, il a quand même 30 ans. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc il a écrit ça depuis sa tendre enfance, et donc c'est pour ça Lamia donc tombe sur son livre parce qu'il est décédé, donc elle se permet de le lire, et en le lisant, elle découvre effectivement que Farid était homosexuel et qu'il vivait très mal son homosexualité du fait qu'il était musulman. Il se considère musulman, mais il est homosexuel aussi, donc c'est compliqué. Oui, et il n'y voit pas d'incompatibilité finalement. Non, il part d'un principe. Il se dit que c'est Dieu qui jugera. C'est pas aux hommes de juger. Et c'est Dieu qui aura le dernier mot. Et là, Hubert il va être pris d'une mission, parce qu'il va essayer de réconcilier tout le monde finalement. Hubert essaie de comprendre pourquoi Farid est là. Et il se dit que voilà, Farid, il y a sûrement une mission à remplir. Et alors il part du principe que peut-être il faut aider Lamia. Farid l'aurait fait s'il était toujours vivant. Donc Hubert et Farid essayent ensemble de permettre à Lamia de vivre son amour, ce que Farid lui n'a pas pu de son vivant. Vous dites que vous pouvez à travers des livres dire des choses que vous ne pourriez pas dire dans la vie. Qu'est-ce qui vous empêche de les dire aujourd'hui dans la vie? C'est compliqué, vous savez, quand on se positionne, c'est toujours difficile parce qu'après on est catalogué, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses que je peux pas dire. Par exemple, voilà, que effectivement, vous savez, on condamne souvent les homosexuels. Moi, je les condamne pas, absolument pas. Je pense que voilà, ils ont leur vie à vivre, et c'est pas à nous, êtres humains, de juger. Par exemple, il y a plein d'autres choses que j'oserais pas dire. Par exemple, alors, puisque c'est un des sujets du livre, le mariage mixte, par exemple. Oui.
Moi, je suis pas contre, je suis pas hostile. C'est pas une question d'être pour ou contre. Oui, non, mais je veux dire, je suis pas hostile. Et de la même manière que, j'allais dire, chacun doit vivre sa vie comme il l'entend. Et puis après, pour ce qui est de la question religieuse, encore une fois, chacun aura à répondre de ses actes devant Dieu. Je veux dire, j'ai pas à me préoccuper des autres. Il faut déjà que je me préoccupe de moi. Est-ce que moi, je vais gagner mon sésame pour entrer au paradis? Voilà, c'est déjà la grande question. Alors, m'occuper des autres, non. Et puis juger les autres, c'est pas dans mon tempérament. Mais est-ce que c'est si difficile et est-ce qu'il est possible, alors, au contraire, de parler à des parents qui n'ont peut-être pas des éléments pour pouvoir accepter les choses? Par contre, ça reste difficile. J'imagine mal mon père accepter un de ses enfants homosexuels. Je crois que ce serait hyper difficile. Bon, mon père a 90 ans. Je crois que ce serait pas entendable pour lui. Ce que je peux comprendre aussi. Hein. Nous, on a le recul. On a aussi vécu dans une société où j'allais dire, c'est naturel. Et alors que ça devrait. Où c'est courant. Enfin, c'est beaucoup plus courant. Ouais. Et en l'occurrence, mon père, lui, pas du tout. Il est encore avec, j'allais dire, les opinions qu'il a eues quand il était gamin en Algérie. Donc voilà. Donc je peux pas le blâmer non plus. Vous voyez, c'est pour ça que c'est assez important. C'est que de la même manière que quand je vois Hubert avec ses opinions, son raisonnement, et ben je vois aussi mon père, hein, d'une certaine manière. Mon père a des raisonnements qui sont quand même pas archaïques, hein, mais qui sont issus de son histoire. Et je peux pas le juger pour ça. Et on peut pas les confronter, c'est impossible de discuter à ça. Non. Si c'est trop ses certitudes, il est construit comme ça. Exactement, il est construit comme ça, il a ses certitudes, et puis voilà, j'allais dire. On peut pas les remettre en cause, c'est pas possible. Ouais, il a sa vérité, comme Hubert a sa vérité. Ouais. Et c'est compliqué après vous savez, on a chacun notre vérité. Après voilà, l'imposer à l'autre, ça reste difficile. Vous êtes posé la question de savoir si Hubert était pas un facho sympathique? Non, franchement, c'est pas au contraire. Il est tout sauf sympathique, hein, parce il peut facilement, j'allais dire, donner des coups de poing si on n'est pas d'accord avec lui. Mais en revanche, ou alors attachant, on va dire. Voilà, il est attachant parce qu'à la fin, beaucoup de personnes qui ont lu le livre me disent, mais à la fin, on arrive à le trouver attachant. C'est peut-être aussi une question qu'on peut se poser. Voilà, on arrive à le trouver attachant. Mais tant mieux. Vous savez, moi, je suis parti d'un principe, c'est un anti-héros. Voilà, moi, j'aime bien les anti-héros. Et l'idée aussi, c'est ça, c'est quand on gratte, quand on essaye de comprendre les personnes, on arrive aussi parfois à se dire, bon voilà, on atténue en tout cas le jugement. C'est ça qui est intéressant. On atténue le jugement, et c'est ça, c'est ce que j'ai essayé de faire à travers ce roman. Si demain, j'allais dire, les personnes qui sont pas d'accord avec nous, qui voilà, on évite le discours, on les chasse, c'est dommage. Je veux dire qu'à un moment donné, on fait avancer personne. C'est-à-dire que si chacun reste dans son coin avec ses idées, on fait avancer personne. L'idée, c'est peut-être d'aller aussi essayer de comprendre l'autre pour après essayer aussi de casser le raisonnement ou le fonctionnement, en tout cas, de la pensée de la personne. Vous, ça, c'est votre méthode. Ouais, aller sur le terrain de la confrontation des idées. Moi, vous savez, j'ai toujours eu l'habitude de pas aller. Pourtant, encore une fois, je le répète, je suis un ancien boxeur, mais je vais pas à l'offensive. Je préfère y aller à tâtons, tranquillement, et puis essayer de créer un discours. C'est-à-dire que déjà, si j'arrive à me faire accepter, c'est déjà 50% du chemin qui est avancé. Et ensuite, voilà, c'est d'essayer de faire comprendre à l'autre que parfois les jugements sont pas forcément, enfin il y a pas un socle véritable qui peut expliquer des raisonnements basiques, des raisonnements xénophobes. C'est un boxeur avec un cœur, alors c'est ça? J'espère bien, oui. Là aussi, vous voulez déconstruire certains préjugés qu'on a sur les boxeurs. Oui, c'est vrai que souvent on imagine les boxeurs tout dans les bras, rien dans la tête. C'est pas vrai. Je veux dire, mais vraiment, allez, vraiment en toute sincérité, 90% des boxeurs que je connais sont des personnes mais cultivées, intelligents. Vous savez, la boxe, c'est un sport difficile, c'est un sport, c'est comme les échecs. Hein, c'est un peu comme les échecs, c'est-à-dire que on travaille aussi sur les points faibles de ses adversaires. Et puis il y a une méthode de boxer, une méthode qu'on met en place pour donner des coups, pour esquiver. Il faut toujours avoir un coup d'avance. Il faut savoir esquiver, il faut savoir anticiper. Enfin, il y a énormément de qualités, et c'est un sport très intellectuel, contrairement à ce qu'on peut penser. Enfin, peut-être aussi les boxeurs ont peut-être changé aussi. Ouais, après ça, je peux pas juger. Moi, non, c'est possible, mais c'est vrai que globalement, vous savez, Sugar Ray Leonard,
ancien boxeur, et c'était très 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 intelligent aussi. Donc Fabrice Bénichou qui parlait 7 langues, un gars super intelligent. Il y en a plein comme ça. Mais malheureusement, voilà, on reste encore avec les clichés. Et aujourd'hui, il y a des boxeurs là actuels qui sont Ibrahim Asloum. Vous voyez le parcours qu'il fait, c'est exceptionnel. C'est intéressant, ouais. C'est exceptionnel. Donc voilà, j'allais dire malheureusement, moi, il y a aussi un truc pour lequel je lutte, c'est souvent on parle de l'excellence. C'est-à-dire que quand on parle, par exemple, quand on parle d'intégration réussie, on part toujours de l'excellence. On essaie toujours de montrer des Brahim Asloum, ceux qui sont au top, quoi, ceux qui sont au top, des voilà. Zidane, des Sti. Et c'est dommage parce qu'il y a plein de jeunes qui sont maçons, qui sont coffreurs bancheurs, ils sont soudeurs, et c'est des parcours réussis, magnifiques. Et malheureusement, on part toujours de l'excellence. Et comment on fait rêver nos jeunes si on part de l'excellence? Non, je veux dire, on peut réussir sa vie en ayant un emploi comme tout à chacun et en payant ses impôts, en élevant ses enfants. Voilà, c'est très simple la vie est très simple parfois. Le titre du deuxième roman de Abdelkader Elan s'appelle Cœur Halal. Il vient de sortir aux éditions Jeanne d'Arc. On en parle jusqu'à 13h sur Beurre FM. Question de tout, jusqu'à 13h sur Beurre FM. Abdelkader Elan est notre invité aujourd'hui. Vous publiez Abdelkader Cœur Halal. C'est votre deuxième roman où vous êtes arrêté en région parisienne, parce que vous ne vivez pas en région parisienne. Non, je vis en milieu rural, à Yssingeaux, donc en Haute-Loire. Voilà, et ça tombe bien parce que c'est aussi le cadre de votre deuxième roman qui s'appelle Cœur Halal. Exact, c'est vrai que j'ai contextualisé le roman dans mon lieu d'habitation, parce que j'ai voulu aussi mettre en avant un département magnifique. On écoute le teaser, puisque maintenant c'est la mode, il y a des teasers qui circulent sur Facebook. Et donc là on voit un extrait, donc c'est Hubert qui parle. Voilà, c'est ça. Donc en fait, l'idée du teaser, c'est aussi de créer un certain engouement pour lire ce roman. Et alors c'est vrai que dans le teaser, c'est cru, hein, ça y va, sur ça attaque là sur ce qu'ils pensent des Maghrébins. Exactement. Et mais en même temps, malheureusement, c'est parfois ce qu'on entend souvent à la télé. Vous savez, avant d'écrire ce roman, j'ai fait des recherches, j'ai lu pas mal de bouquins, j'ai été voir beaucoup de... Attends, on verra sur le mode d'emploi. Je veux qu'on écoute le teaser avant, parce que sinon on n'écoutera pas le teaser. Putain, cette saloperie d'Arabes, ils en ont pas assez d'avoir squatté la France? Oula! Il faut encore qu'ils viennent me bouffer les entrailles. Il me kiffe pas, lui, hein. S'il vous plaît, monsieur, un tiala. Oh, pardon. Un whisky, s'il vous plaît. Dommage. Tu vas y arriver, vas-y. Tu vois, l'arabe, les comme toi, ils viennent dans mon pays pour profiter des aides. Ils ne travaillent même pas. Profitent du RMI et des allocations familiales. Tu vois, nous, les Français, on a des familles de 2 ou 3 enfants. Alors que vous en avez au moins 10. Si ça continue comme ça, dans 50 ans, il y aura plus de Français d'origine musulmane que de vrais Français. Je ne veux pas que la France devienne un pays musulman. L'Arabie, quoi. Mais c'est quoi un Français? Toi? Bougnoul, va. C'est pas gentil, ça. Nadine, c'est pas possible. Enfoiré, allez, casse-toi, t'existes même pas. Tu sais, si tu veux, je peux t'aider. Et à 2. Enfin, ensemble. On fera des miracles. Et de toute façon, t'as pas le choix. C'est notre destin. Des extraits de dialogue, donc de Cœur Halal, Abdelkader Elan. À vous parler un petit peu, c'est la façon dont vous avez fait, c'est la recette, comment vous avez fait votre livre. Vous avez fait une plongée dans l'univers de l'extrême droite pour comprendre un petit peu ce qui se passait. Mais c'est l'extrême droite nouvelle formule, on va dire. Oui, c'est l'extrême droite dédiabolisée. Et en même temps, j'ai aussi été écouté, vous savez, sur YouTube, on trouve pas mal de petites scènes de la vie où on entend un facho parler des Arabes, des Noirs, des Juifs. Enfin, et c'était assez marquant. Au départ, j'avais vraiment l'impression qu'on m'attaquait, quoi. C'était hyper difficile. Et puis après, à force de lire, à force d'écouter, on se laisse facilement, embrigader par les propos qu'on entend. Ça, c'est hyper compliqué. Ça a été hyper difficile à vivre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'entendais, il y avait un facho qui disait oui, quand on va dans les supermarchés, maintenant on voit des djellabas, on voit des, vous voyez, et ça m'a interpellé. Franchement, ça m'a interpellé. Et donc voilà. Donc si moi, tant que maghrébin, j'ai pu facilement me laisser, il fallait vraiment que je garde la tête haute et que je prenne de la hauteur pour pas justement me laisser embarquer par des propos comme celui-ci. Le français, sur plusieurs générations lambda, il peut facilement sombrer malheureusement dans le préjugé primaire.
On a parlé de votre engagement et votre première partie de vie consacrée à la boxe. À un moment donné, vous vous êtes demandé ce que vous alliez faire, parce qu'il y a une vie après la boxe. On oublie souvent que les sportifs de haut niveau, à un moment donné, doivent renoncer à ce qu'ils aiment le plus au monde, c'est-à-dire combattre. Ouais. Et il faut trouver de l'énergie aujourd'hui, à canaliser cette énergie dans autre chose. Vous vous êtes retrouvé ensuite dans une mission locale, et aujourd'hui vous dirigez la mission locale de la Jeune Loire et ses rivières. Oui, c'est vrai que j'ai un parcours particulier, hein, et avec beaucoup de chance aussi. Je crois que voilà, je pense que dans ma vie j'ai eu de la chance, hein, vraiment. Ma mère me disait toujours que j'avais la baraka avec moi, et je pense qu'elle avait raison. Et je suis passé par l'ANPE, à l'époque c'était l'ANPE. Je suis passé par l'ANPE. Ensuite j'ai été recruté par une mission locale, et puis il y avait un poste qui s'est ouvert en Haute-Loire, et donc j'ai postulé. Et c'est vrai que je fais un métier magnifique parce que j'aide les jeunes en insertion, et donc j'essaye de tendre la main à ces jeunes à travers mon équipe, bien évidemment, hein, et leur permettre de s'intégrer socialement, mais aussi professionnellement. Donc c'est un beau métier, c'est vraiment un beau métier que j'ai. Mmh. Bon, alors ça c'est pour le côté du décor. Beaucoup de gens ne savent pas encore ce que c'est qu'une mission locale, ouais. ce qu'on peut en attendre, et qu'est-ce qu'il y a derrière les beaux discours. Eh ben en fait, une mission locale, c'est toujours pousser les portes de la mission locale. Ouais. Vous allez voir, on va vous aider, mais on va vous aider à quoi? Eh ben on peut aider le jeune donc dans son insertion sociale, c'est-à-dire problème de logement, de santé, problème financier, problème de famille, mais aussi on peut aider aussi le jeune donc dans son parcours professionnel via une formation, via de l'emploi. Et globalement, c'est vrai que on a aujourd'hui, on fait partie du service public de l'emploi, au même titre que Pôle emploi et que la directe, hein, ce qu'on appelait avant la direction du travail. Et aujourd'hui, on est prescripteur de la formation, prescripteur des emplois aidés, notamment les emplois d'avenir. On en a signé énormément, nous, en tout cas, en Haute-Loire. Donc, sincèrement, il y a des véritables réponses dans les missions locales. Maintenant, on va pas leurrer les gens. Je veux dire que, moi, je dis toujours aux jeunes que le conseiller mission locale, c'est un tournevis. Si on regarde un tournevis, il va rien se passer. En revanche, si on prend le tournevis et qu'on commence à tourner, voilà, on peut faire des choses. Ben, l'idée, c'est ça, c'est aux jeunes d'utiliser le conseiller et pas l'inverse. C'est qu'en France, il y a un jeu qui consiste à dire que tout ce qu'on met en place ne fonctionne pas. Donc le Pôle emploi, ça ne fonctionne pas, les missions locales, ça ne fonctionne pas. Alors je dirais que ça fonctionne pas pour tout le monde. Voilà, parce que ça ne fonctionne pas. Ils sont complètement décalés par rapport au terrain et par rapport aux demandes et à ce que c'est qu'aujourd'hui. Ils traitent très bien, on va dire l'indemnisation, mais pour ce qui est de la recherche de l'emploi, ils sont complètement largués. Moi, vous savez, je vais être très honnête avec vous. Hein. La première fois que je suis allé travailler à la NPE à l'époque, hein, j'ai pris une claque mais énorme. C'est-à-dire que je suis passé donc ce qu'on a dans les ZT, c'est-à-dire les zones de travail entre guillemets, hein, et j'ai vu des conseillers se débattre, mais comme pas possible, pour justement essayer de mettre en emploi des demandeurs d'emploi. Mais franchement, je vous assure, hein, et je me rappelle, il y avait une conseillère qui prenait les articles dans un journal, La Voix du Nord à l'époque, et elle appelait les employeurs pour justement leur proposer des demandeurs d'emploi. C'est vous dire. Mais après, à côté de ça, j'ai vu aussi des demandeurs d'emploi, parfois, ne pas accepter un emploi. J'ai vu des demandeurs d'emploi à qui on proposait rien. J'ai vu un demandeur d'emploi qui est resté 18 ans sans qu'on l'embête, et puis un jour on lui a envoyé un courrier en lui disant voilà, il faut qu'aujourd'hui, c'était en 99, et on avait mis en place un système où il fallait contacter tous les demandeurs d'emploi. 18 ans sans qu'on cherche après lui, et un jour on le réveille, il m'a dit mais vous vous foutez de moi ou quoi? Voilà. Donc c'est des réalités, mais franchement il y a beaucoup de travail qui est réalisé, il y a beaucoup de demandeurs d'emploi qui trouvent de l'emploi grâce au Pôle emploi, grâce aux missions locales. Et il y en a beaucoup aussi qui trouvent pas, mais il n'y a pas de travail pour tout le monde, malheureusement. Mais il faut le dire. Oui. Enfin, moi, l'expérience que j'ai aussi du Pôle emploi, j'étais plutôt étonné que je trouvais que ça fonctionnait beaucoup mieux que ce qu'on voulait bien en dire. Moi, j'en suis persuadé. Mais bon, comme on dit, les clichés ont la vie du... Encore des préjugés. Oui, vous avez été décoré par Laurent Wauquiez, mais ça c'est le ministre régional de votre région, on va dire. Exact, oui, c'est vrai qu'il m'a décerné donc les palmes académiques. C'était vraiment un honneur, sincèrement, parce que voilà, j'ai eu des médailles, des coupes, des choses comme ça. Mais là, c'était la République qui me... Même si effectivement, c'est parce que j'étais au bon endroit avec la bonne personne, hein, je ne veux pas se raconter d'histoire. Mais en même temps, c'était symboliquement, surtout ça faisait plaisir, surtout pour mes parents. Voilà, je crois que vous savez, moi, ma plus grosse fierté, c'est de faire la fierté de mes parents. Voilà, c'est ce qui m'importe le plus, et de pouvoir être là. Mon père, il a rencontré un ministre. Pour lui, c'est quelque chose d'inaccessible. C'était quelque chose il a rencontré un ministre, et voilà. Et donc, je trouvais que c'était très beau.
en termes de symboles. Alors vous avez une autre casquette, c'est que depuis plusieurs années, vous allez porter la bonne parole, vous donnez des conférences, donc des conférences pour déconstruire les préjugés. Vous allez notamment en entreprise, j'ai vu, vous donnez des conférences pour que l'islam finalement ne fasse plus peur aux gens. Exact, oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, on entend, l'islam malheureusement a mauvaise presse dans les médias en règle générale, et souvent les chefs d'entreprise ont peur aussi parfois de recruter beaucoup de musulmans, de peur qu'un jour on leur demande, pendant la pause de faire la prière, pendant le Ramadan d'avoir des congés et moi en fait je vais en entreprise en leur disant mais vous inquiétez pas, il y a des solutions pour tout. Il y a une demande, donc ça veut dire que vous allez à la demande des chefs d'entreprise. Bien sûr, il y a une demande et souvent je donne des solutions d'une part aux entreprises mais aussi aux employés, aux salariés. Moi je dis à un chef d'entreprise qui me dit un jour oui mais j'ai des salariés, ils me demandent de faire la prière pendant la pause. Je lui dis est-ce que ça vous embête? Si ça vous embête, vous dites non. Maintenant si ça vous embête pas, qu'ils fassent leur pause, je veux dire, s'ils allaient fumer, ça vous embêterait pas. Donc, vous voyez, c'est aussi à un moment donné quelle image on veut donner aussi. Alors, moi, je dis à l'entreprise, si ça vous embête, vous leur dites non, tout simplement. Ils feront la prière chez eux, il n'y a pas de souci. Mon père a travaillé plus de 40 ans en France, il a fait la prière chaque fois en rentrant à la maison, il n'y avait pas de souci. Donc, les gens, les salariés comprendront aussi. Maintenant, si ça vous embête pas, et qu'il y a un petit local qui peut être mis à disposition, pourquoi pas. Pour le Ramadan, c'est pareil. Un salarié demande des congés, c'est pas possible. On refuse, tout simplement. On refuse. Et le salarié, si vraiment l'emploi est difficile, il peut faire Ramadan les week-ends et le faire plusieurs week-ends et rattraper ses jours. Même si on aime bien faire Ramadan moi je fais Ramadan pendant le mois, en même temps que tout le monde. Maintenant, si l'emploi est difficile, il faut aussi vivre. J'avais entendu un jour un truc qui disait que il faut par rapport à la religion musulmane, la religion musulmane, il faut vivre sur terre comme si on allait vivre 100 ans et vivre pour Dieu comme si on allait mourir demain. Si on veut vivre 100 ans, il faut travailler et puis aussi pouvoir élever sa famille, c'est important. Mais ça fait partie des conférences que vous animez. Vous animez aussi des conférences sur la discrimination. Sur les jeunes aussi. Sur la déconstruction des préjugés. Comment est-ce qu'on dit souvent que les préjugés ont la vie dure. Comment est-ce qu'on les déconstruit? Tout simplement, en fait, je me sers de l'image. C'est-à-dire que et vous savez, assez paradoxalement, l'image qui souvent quand je fais une conférence, l'image qui choque le plus, c'est deux hommes qui s'embrassent. On en revient au sujet de votre. C'est cette image-là qui pourquoi gêne. Deux femmes finalement. Ouais, j'aurais pu mettre deux femmes. Non, je sais pas. Mais deux femmes dans comment dire, pour les hommes c'est c'est assez charnel. Ça crée, j'allais dire, un désir. Deux femmes qui s'embrassent. Deux hommes. Les hommes qui voient des femmes qui s'embrassent, ça les gêne pas. En revanche, des hommes qui voient des hommes s'embrasser, là, c'est gênant et c'est limite, Et moi je travaille sur cette gêne justement. Je travaille sur cette gêne en disant en quoi cette image vous gêne, en quoi parce que quelque part aussi, et c'est là où je leur fais mal un petit peu, mais est-ce que c'est la sexualité qui est en vous qui ressort à travers ces images? Et là donc ça crée le débat. Et ça crée le débat. C'est vrai que ça crée le débat. C'est toujours assez houleux parfois, mais à la fin on trouve vraiment. Alors je dis pas que je fais changer les mentalités, ce serait quand même un peu. Mais vous aimeriez ça? J'adorerais faire changer les mentalités. Non pas parce que je suis un pro homosexualité ou c'est pas du tout ça. C'est qu'à un moment donné, moi j'ai envie qu'on accepte l'autre dans sa différence. Un pro vivre ensemble. Voilà, un pro vivre ensemble. Vous êtes un utopiste. Oui. Oui, mais et je vais essayer d'être utopiste toute ma vie s'il faut. Mais l'idée c'est que il y a des journalistes qui m'ont donné un surnom, ils m'ont appelé le Patrick Sébastien maghrébin parce que du nom de l'animateur de télévision, ancien animateur, imitateur, c'est ça? Oui, l'animateur qui lui aussi croit que le vivre ensemble est possible, que tout le monde on est tous beaux, on est tous gentils. J'ai envie d'y croire pour moi, mais j'ai surtout envie d'y croire pour mes enfants quoi. Sinon quel monde je laisse à mes enfants? Mais ça vous vient d'où, ça, cette volonté de... C'est quand même une certaine volonté de changer le monde. Oui. Puis je vais essayer de me battre. Vous savez, je me suis battu sur un ring. C'était moins difficile que de me battre là aujourd'hui, quand même. Et en même temps, vous avez l'impression que c'est moins difficile. C'était moins difficile la boxe. Oui. Parce que c'est la boxe qui est difficile, c'est pas le combat, c'est l'entraînement. C'est surtout l'entraînement qui est hyper difficile. Après. Par rapport au fait que je me bats comme ça, c'est aussi parce que gamin, j'étais antisémite, j'étais raciste, j'étais homophobe, mais j'avais la totale. Jusqu'à 17-18 ans, j'étais comme ça. Et puis comme quoi, il n'y a pas de fatalité. Aujourd'hui, je lutte contre ça. Mais c'est aussi... Pourquoi vous l'étiez? Vous l'avez compris après?
Oui, je crois que c'est à un moment donné, voilà, je vivais dans un carcan où le raisonnement était comme ça, c'est-à-dire que les Français, sur plusieurs générations, ne nous aimaient pas. Donc il y avait un racisme du je te pousse et tu me repousses. Voilà. Et il y a le miroir là. le miroir, voilà, c'est ça. Et puis il y avait aussi donc par rapport à l'antisémitisme, moi je me souviens en 82 ou 83, Sabra et Shatila, quand il y a des événements en Palestine, bien évidemment que tout de suite on prend, j'allais dire parti pour la Palestine. Dans votre livre, ce sont les émeutes urbaines. Hein. Ouais, mais l'idée c'est ça, c'est à un moment donné aussi de comprendre pourquoi on a ce raisonnement, pourquoi j'ai eu ce raisonnement. Tout simplement parce qu'on me l'a inculqué d'une certaine manière, pas mes parents. La cité, la vie, l'environnement géographique, c'est tout ça qui font qu'à un moment donné on acquiert des préjugés. Et par chance, j'ai fait du sport, j'ai rencontré l'autre, celui qui ne me ressemblait pas, le français, le juif, et j'ai changé à travers eux aussi, parce que j'ai vu des personnes en face surtout. Et aujourd'hui, vous voulez transmettre ce que vous avez vous-même reçu en allant sur le combat des idées, en se disant finalement on doit vivre ensemble, on va vivre ensemble. Ouais, mais je crois que c'est important. Et puis et de la même manière, vous savez, souvent on dit que la religion musulmane n'est pas compatible avec la République, avec la laïcité. C'est faux, c'est complètement faux. Moi, je suis musulman, je suis laïque, je suis républicain. Je veux dire, et ça me fait mal d'entendre encore ça. Vous savez, récemment, j'ai vu qu'il y avait les 44, le plan avec 44 truc pour l'intégration, ça m'a fait mal. Je me suis dit, mais à 43 ans, on me demande encore de m'intégrer, mais jusqu'où je vais aller? En 2014, hein. En 2014, donc franchement, ça m'a fait mal. Quand je l'avais vu sur Facebook, ça m'a touché. Je me suis dit, mais à 43 ans, on va encore me demander de m'intégrer. Et on va comme ça. Je veux dire, si la grande majorité des jeunes issus de l'immigration n'ont pas eu à s'intégrer parce qu'ils sont nés en France, et ça, on l'oublie. Et en même temps, la grande majorité des Français issus de l'immigration vivent pleinement leur francité, j'allais dire, et ça me révolte qu'on le met pas en avant. On met toujours en avant les petits cons, on met jamais en avant la grande majorité de gens qui vivent, qui payent leurs impôts, qui sont dans la laïcité au quotidien, quoi. Oui. Et qui se posent même pas la question finalement. Mais je me pose jamais. Qui se la posent parce que les médias les amènent à se poser la question de la place qu'ils occupent dans la société finalement. Ouais, et puis encore, il y avait un reportage il y a pas longtemps, c'était Français d'origine contrôlée. Bon, alors le titre, le reportage était magnifique. En revanche, le titre Français d'origine contrôlée, ça m'énerve. Moi, je suis français et j'allais être vulgaire, mais je suis français et point. Je veux dire, après, on me pose pas de question de savoir d'où je viens, qui je suis, si je suis musulman, ça regarde personne. Je suis français avant toute chose et je le revendique et je défie quiconque de mettre en doute le fait que je sois français. Une petite citation. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas demander aux gens de quelle origine ils sont? Ah, ça c'est. Allez-y. Oui. Faudrait que je la relise. Faut bien que je retombe sur mes pieds. Ah oui, parce que alors, faut que je vais peut-être la lire parce que. Allez-y. Vous pouvez. Alors, donc c'est ne demandez jamais quelle est l'origine d'un homme. Interrogez plutôt sa vie, son courage, ses qualités, et vous saurez qui il est. Si l'eau puisée dans une rivière est saine, agréable et douce, c'est qu'elle vient d'une source pure. C'est les miracles de Kader. Voilà, bien. Ben oui, c'est ce qui ouvre votre livre. Voilà, Cœur halal. Merci de vous être invité ce matin sur Beurre FM. Un livre sensible, vous allez voir, jusqu'à la fin. Ça va vous arracher des larmes aux éditions Jeanne d'Arc. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Abdelkader Relane, pour en parler. Merci.